Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez bon appétit et ravi de vous retrouver sur Radio Axe pour notre 19e édition de Fréquences Gourmandes, l'émission culinaire de Radio Axe avec Isabelle Amaglio. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Bah moi, vu qu'il fait beau, vu qu'on peut sortir un petit peu, pas trop évidemment, faire en faisant attention aux horaires de couvre-feu, vu qu'on commence à nous promettre des lendemains qui chantent avec des mesures sanitaires qui vont s'alléger et peut-être des restaurants qui vont rouvrir. Et Dieu sait si pour nous deux, pour nous, Fréquences Gourmandes, les restaurants c'est quelque chose d'important. Le moral commence à remonter. Voilà. Bon, on va tâcher de contribuer à ce qu'il remonte encore davantage. J'ai prévu une parenthèse italienne. Eh bien, alors, je te suis avec plaisir. Je crois que du côté de ta famille, il y a des origines qui t'aident un petit peu en cela, n'est-ce pas? C'est la famille de mon mari, tout à fait. Voilà. Très bien, bah alors je suis tout oui, j'ai pris mon petit papier, mon crayon et je vais faire, comme j'espère vous, chers auditeurs, chères auditrices qui êtes à l'écoute de Radio Axe, je vais noter avec attention les recettes italiennes d'Isabelle. On y va? Eh bien, on y va. Je vous propose de commencer par un plat qui est très célèbre en France, hein, et c'est un plat familial pour moi qui ne suis pas, ça n'est donc pas ma famille qui est même d'origine italienne, mais c'est un plat que ma mère a toujours cuisiné. Et donc, on l'a fait évoluer. Je propose un ossobuco. Un ossobuco, parce qu'en fait, il fait beau, certes, mais il fait quand même assez frais. Et on voit bien les gelées des légumes et des fruits. Donc, un ossobuco, ça permet de se réchauffer. Donc, c'est un plat à partager plein de saveurs que je vous propose pour commencer à appeler un peu d'Italie. C'est parti, ossobuco. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ossobuco? Osso, c'est l'os. Buco, ça renvoie à la. Alors, il y a plusieurs interprétations. Ça peut être l'os à la bouche, parce qu'on n'est pas très très loin de bocca, etc. Et puis ça peut être aussi le côté creux, parce qu'on utilise du jarret et des os à moelle, et donc à la fin, l'os est creux. Très bien, moi je suis prêt à prendre, à prendre note. Ossobuco, je sais que j'en avais fait une fois, il n'était pas excellent. Alors, j'espère qu'avec tes explications, je ferai mieux la prochaine fois. Alors on va le faire un peu classique mais relevé, donc plutôt à la milanaise, hein, et avec sa gremolata, qui c'est la touche finale qui je trouve le rehausse, le vivifie. Alors pour 6-8 personnes, un plat généreux, hein, il faut bien compter 1h30, 1h45, 2 heures de cuisson, de préparation, donc une grosse heure, 1h15 de cuisson minimum. Voilà, c'est un plat qui demande un petit peu de temps, on peut faire la veille aussi. C'est noté. Donc pour 6-8 personnes, 6 belles rouelles de jarret de veau. Alors pourquoi l'ossobuco aussi? Parce que là on est fin avril, on enregistre fin avril-mai, on est sur, moi je suis pas très très viande, on est sur le veau qui est une viande de saison. Ah bien. C'est des saisons dans la nature. J'ai pas très bien entendu. Si quoi, jarret de veau, c'est ça? Des rouelles. Rouelles. De veau, oui. C'est quoi exactement? 1,5 kg. D'accord, 1,5 kg de viande à peu près. D'accord. On a un os à moelle au milieu, et puis on a une viande qui peut être assez tendre, qui peut avoir un petit peu de gras, donc voilà, qui est intéressante à cuisiner un peu longuement. Donc 6 rouelles de veau, 6 belles rouelles, 2 oignons, une carotte, 2 branches de céleri, 200 g de champignons, j'aime bien mettre des champignons, et puis comme c'est pas encore la saison des tomates, 750 g de tomates pelées en boîte si on veut, et une boîte de concentré de tomates, une petite boîte, une tablette de bouillon de bœuf, une feuille de laurier, un petit peu de farine, 1 à 2 décilitres de bouillon, il faut pouvoir en rajouter, 1 décilitre environ d'huile d'olive, un verre de vin blanc, du sel, du poivre. On a une préférence pour le vin? Non, parce qu'en fait il va cuire, donc. Voilà, un gros plat nantais, tranquille quoi. Oui, on peut mettre ce qu'on a dans son fond de placard. Voilà. C'est pas ce qui manque ici. Alors, la gremolata, on l'a fait avec une orange, un citron, 30 gousses d'ail et un beau bouquet de persil plat.
Ah, alors ça, la gremolata, on rappelle ce que c'est une espèce de condiment dont on va saupoudrer le plat vers la fin, à la dernière minute. à Donc, la dernière minute. ça, D'accord, c'est parti. très odorant, très savoureux. Ouais. Alors, on commence par préparer ces ingrédients. Donc, on sale, on poivre les rouelles avant de les rouler dans la farine. C'est pour ça qu'il faut un petit peu de farine. On dilue la tablette de bouillon dans un petit bol d'eau très chaude. Ça se dilue bien. Pendant que ça se détend bien, ça se dilue bien, on épluche la carotte, le céleri, les oignons, on les émince. Et puis, là, on a à peu près tout prêt. Hein. On tapote un petit peu gentiment l'excédent de farine de la viande, parce que l'idée, c'est pas d'avoir beaucoup de farine. C'est une jolie couleur, ça fasse une carapace, après ça lira un peu la sauce. On nettoie, on coupe les champignons en fonction de leur grosseur, en 2 ou en 4. Une fois que ça c'est fait, on fait chauffer l'huile dans un faitout. On y fait revenir les morceaux de viande sous toutes les faces. On les met de côté. Ensuite, on fait dorer l'oignon dans le même gras et le même jus. On y ajoute les tomates coupées et on fait fondre le tout gentiment en recouvrant d'un couvercle. Et c'est là, s'il n'y a pas assez de jus, qu'on va pouvoir ajouter la petite boîte de concentré de tomates pour donner un peu plus de goût à tout ça. Une fois que tout est bien mélangé, bien fondu, c'est là qu'on ajoute le pain blanc. On sale, on poivre, on ajoute la feuille de laurier. C'est fort le laurier, donc une seule feuille ça suffit. Pour le laurier, moi je coupe la feuille en deux. Est-ce que je crois que ça exhale un petit peu plus le parfum du laurier. Toujours sur les feuilles, quand on coupe. Alors le laurier, surtout si on coupe, il faut en mettre une seule feuille parce que c'est fort le laurier. Oui, et puis il y a un petit côté toxique si on en met trop. Ah oui, ça c'est sûr, le laurier. Voilà, très bien. Donc vin blanc plus laurier. Voilà, donc on est dans la cocotte, on cuit avec le couvercle, on rajoute le vin blanc plus le laurier, c'est ça? Exactement, on sale, on poivre, on rajoute ensuite les champignons de Paris, puis le céleri, puis carottes. Voilà. Et donc là, on est parti pour une bonne heure à feu doux avec le couvercle. D'accord. Alors, c'est vrai que tu m'as dit la cuisson est assez longue, mais en fait, finalement, la préparation n'est pas très longue. Non, parce qu'en fait, on n'a pas énormément d'ingrédients à préparer. D'accord. Et puis, ce sont des ingrédients simples en plus. Oui, tout à fait. Difficile à trouver. Donc, ensuite, on a largement le temps de préparer plein de choses, dont la gremolata. Et donc, on lave et on essuie orange et citron. Et on va prélever les zestes tout petits, vraiment très fins, les zestes d'orange et de citron. Ensuite, on prend l'ail, on hache l'ail, vraiment pour que ce soit haché petit, avec le persil. Et ensuite, on mélange le tout, ça fait une espèce de pâte. Et puis, on met de côté. Moi, quand j'en fais un peu plus. Et je le congèle, en fait. Ça se congèle très bien. Et on peut la mettre dans plein de choses. Et donc, une fois que tout est cuit, au dernier moment, quelques minutes avant d'enlever la viande de la cocotte pour la servir, on ajoute la gremolata dans le plat, dans l'ossobuco. Ah, d'accord. Alors, moi, je croyais qu'on le saupoudrait au moment de servir. Mais non, c'est les dernières minutes de cuisson. Vraiment, juste avant. Il ne faut pas que ça cuise beaucoup. C'est pas l'idée. Et ça sent mais très, très, très bon. Très bien. Et alors, on rappelle, je crois que j'ai pas bien entendu à cause du son, combien de temps de cuisson? Une bonne heure. 1 heure au moins de cuisson, d'accord. On peut préparer la veille, c'est assez facile. Ouais. Et donc, on accompagne classiquement à la milanaise. On peut mettre du riz, parce qu'il y a du riz. Il y a une région où il y a de la riziculture. On peut accompagner de spaghettis, qu'on fait traditionnellement chez moi. Okay. Et puis, ça, le polenta. Très bien. Riz, spaghetti ou polenta. C'est vrai, polenta, c'est un côté beaucoup plus couleur locale encore. Oui, mais le riz aussi. Le riz, on en trouve beaucoup. On verra ça la fois prochaine. On fera du riz un peu italien. Très bien. Bon, eh bien voilà. Ouais. Donc ça, c'est pour l'ossobuco, 1 heure de cuisson. Il y a un petit truc pour servir spécialement ou on sert comme ça dans les assiettes avec le riz, spaghetti ou la polenta? Alors, moi, je conseille de mettre dans une soupière un plat qui va tenir chaud. D'accord. Parce que ça peut se refroidir assez vite et c'est un plat qu'on mange vraiment chaud.
D'accord. Eh bien, écoute, alors, tout ça est noté. C'est vrai que je m'en faisais toute une histoire de l'ossobuco, mais finalement, visiblement, la préparation est assez simple, assez rapide. La cuisson, donc, il faut 1 heure, mais ça donne le temps de faire plein de choses, et notamment la grimolata. Et pourquoi pas un petit dessert avec tout ça? Ou avant de passer au dessert, avec quoi on arrose tout ça? Eh bien, c'est ce que j'allais te proposer. On Ouais. a Jean-Charles Béguet et Gérald des Bons Accords, donc Jean-Charles Béguet de Wine Story et Gérald des Bons Accords, qui ont été très inspirés Ouais. et qui nous proposent plein de choses pour cette recette. Donc, ils sont allés chercher du côté de l'Italie, mais pas seulement, pour accompagner cette recette très fruitée, très expressive. Mhm. Et donc, on a Jean-Charles Béguet qui nous propose un rouge des Baux de Provence ou un patrimonio, pour se rapprocher de l'Italie via la Corse. Donc vous trouverez les différentes recettes, les références et les prix sur le compte Insta, sur les casseroles d'Isa et sur celui de la radio. Donc les Baux de Provence ou un patrimonio avec un bandol aussi. Un quoi, pardon? Un bandol, Bandol. Très bien. voilà. Le bandol, le rouge des Baux de Provence, on n'est pas loin. Hein. Très bien. Donc, tu nous confirmes qu'on trouve du patrimonio aux bons accords? Là, je suis chez Jean-Charles Béguet. Ah, je ne sais d'accord. pas si bons accords. D'accord. Voilà. Donc, patrimonio, Oui, c'est vrai que j'en ai pas souvent vu, hein, du vin corse dans les magasins de chez nous. où il y a un monsieur qui vend du vin. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Et il vend du vin corse. Ah, Et donc Gérald alors. propose dans les vins blancs, des vins de la vallée du Rhône ou du Languedoc-Roussillon, parce qu'ils sont ils peuvent tenir la charge d'un plat comme celui-ci. Mhm. Et donc il propose le bruit des vagues. Je trouve que c'était très joli comme nom. Le bruit des vagues, Voilà. c'est un nom de vin, ça? Bah oui, c'est un nom de vin, un nom de domaine, un nom de vin. De quel endroit exactement? C'est Vallée du Rhône, ça? Oui, c'est un endroit un peu charpenté. Hein. Ah ben j'imagine, ouais, très bien. Donc patrimonio, vin corse, bandol, Baux de Provence ou bruit de la vague. Tout ça, ce sont des vins donc du sud. Hein. Des vagues. Bruit de vague, Vague. d'accord, très bien. Moussal. Voilà. Dit Gérald. Et Gérald nous propose aussi en vin rouge un Bourgogne, un Mercuret. Donc on change de gamme de tarifs, mais il nous propose ça aussi, ce qui peut être intéressant. Bon, eh ben on a un sacré choix avec tout ça. Hein. Exactement. Merci à eux, encore une fois. Voilà, et puis alors dès qu'on pourra retourner à notre studio, hein, on se privera pas de faire des émissions à plusieurs quand même. Ce sera sympa d'échanger un petit peu sur les thèmes de la cuisine, du vin, etc. Parce que je rappelle à nos auditeurs que nous sommes toujours en situation d'une forme de confinement, c'est-à-dire qu'on peut pas aller au studio. On est en train de bricoler nos émissions avec Skype. Alors pardon déjà pour les qualités sonores qui sont pas toujours parfaites, qui valent pas en tout cas l'excellente qualité qu'on peut avoir quand on fait de la radio directement au studio. Donc, c'était la première recette pour aujourd'hui, pour cette 19e émission. C'était l'osso bucco, arrosé de plusieurs vins, évidemment. Et alors, oui, On a plusieurs propositions, effectivement. voilà. Et donc, pour aller avec, je vous propose de rester dans la note de la fin de l'hiver et des agrumes, parce qu'on n'est pas encore super riche on a les premières fraises, mais voilà, pour les desserts, on va attendre d'avoir des fraises qui soient plus nombreuses, plus abordables, etc. Et donc, je vous proposerai des fraises plus tard, mais là, je vous propose de rester dans les agrumes. On a les derniers gros agrumes, puis ça dure un peu tout l'hiver, et je vous propose un de mes agrumes préférés, un pamplemousse rose. Et donc, je vous propose une tarte crémeuse au pamplemousse rose. Tarte crémeuse au pamplemousse rose. Je ne sais pas du tout ce que c'est qu'une tarte crémeuse. Je vois à peu près ce que c'est le pamplemousse rose, mais j'ai hâte de découvrir ça à vos crayons, à vos petits calepins. Et c'est parti pour prendre en note, prendre en dictée la recette de la tarte crémeuse au pamplemousse rose. Alors, pour faire la pâte, une pâte un peu sucrée, je vous propose le mélange de 200 g de farine, 120 g de beurre, 75 g de sucre glace, 20 g de poudre d'amande, un œuf et un petit peu de vanille liquide. Ça, c'est pour la pâte. Ouais. Pour la poudre d'amande, combien de poudre d'amande, pardon? De 20 g, pardon. 20 g de poudre d'amande. Voilà, 20 g de poudre d'amande et, j'ai pas entendu la fin, désolé. Une cuillerée à café de vanille liquide.
vanille liquide, 1 cuillère à café. C'est parti. Et donc, ensuite, pour le crémeux lui-même, 2 pamplemousses roses, 150 g de beurre ramolli, 150 g de sucre, 4 œufs, 2 feuilles de gélatine, pas quelque chose que j'utilise beaucoup, et je suggère de se munir de petites billes de meringue ou de chantilly. Ah. Voilà. Très bien, c'est noté, chantilly. C'est parti. Donc on commence par la pâte. On mélange le beurre avec le sucre glace, la poudre d'amande et la vanille jusqu'à avoir une pâte homogène. Et quand c'est le cas, on y incorpore la farine et l'œuf. Et ensuite, on étale un disque régulier. On place le tout sous un film ou sous des tapis en silicone et au frais pendant au moins 3 heures pour pouvoir bien la travailler derrière. Ça va se détacher, ça va s'effriter, ça va coller aux doigts, ça va pas être extraordinaire. Donc la pâte, 3 heures au frigo. Très bien, c'est noté. Quand on attaque proprement dit, on commence par faire ramollir la gélatine dans un bol d'eau froide. Moi, je mets ça souvent dans une assiette creuse. Pendant que ça absorbe l'eau froide, on bat les œufs avec le sucre jusqu'à avoir un mélange qui va blanchir. Et puis, quand c'est le cas, on zeste les pamplemousses et on récupère leur jus. On verse ce jus dans une casserole. On ajoute le beurre en morceaux, le beurre ramolli en morceaux. On fait chauffer à feu doux. Et quand ça a bien pris, on ajoute le mélange qu'on avait fait blanchir et mousser, le mélange œuf et sucre. Et on continue la cuisson à feu doux sans cesser de mélanger. Le mélange va un peu épaissir. D'accord. C'est le but du jeu. Et quand il a commencé à épaissir, qu'il est un peu épais, il ne faut pas que ce soit non plus du ciment, quand il a commencé à bien épaissir, parce qu'il va continuer à épaissir après, on ajoute les zestes, la gélatine essorée, et on fouette tout, parce qu'il faut vraiment que la gélatine s'incorpore partout, on fouette vigoureusement, et ensuite on laisse refroidir le tout ensemble. Et donc pour épaissir, ça prend à peu près combien de temps de cuisson? Bon, non, ça dépend de la température extérieure, s'il fait très chaud, ça dépend. Faut vraiment regarder, là, il n'y a pas de... Ça dépend des ingrédients, ça dépend du feu auquel on le met. Et surtout, il ne faut pas cesser de touiller. Hein. Oui, et il faut avoir le nez dessus. Voilà. Ça ne dure pas très longtemps, donc voilà, il faut avoir le nez dessus parce qu'après, ça peut vite être comme une crème pâtissière très épaisse en bloc. On préchauffe le four à 160, en feu doux. Et pendant que le four chauffe, on pèle le pamplemousse à vif, donc on enlève tout ce qu'on a laissé, et on récupère les segments, donc les tranches, en enlevant le plus possible les petites peaux. C'est pour ça que c'est bien de peler à vif avant. D'accord. Et là, on fait cuire à blanc le disque de pâte, on met sur une plaque pendant 20 minutes au four à 160 avec des pois dessus. Avec, pardon, quoi dessus? Alors moi, j'ai une chaîne à pâtisserie, c'est comme une chaîne avec des boules en inox. Ma belle-mère met des haricots secs, chacun met ce qu'il veut, des pois pour le faire cuire à blanc. Comme ça, la pâte va monter. Elle va gonfler. Voilà. Et donc, on laisse cuire à blanc 20 minutes. On laisse refroidir. Et quand c'est refroidi, ça va évidemment pas plaire à notre crémeux si on fait chaud. On commence le montage. On met la crème au pamplemousse. Donc, soit à la cuillère, soit dans une poche à douille, chacun fait comme il le veut, en essayant de former des petits tas, des petites boules. C'est plus facile à la douille pour avoir des petites boules régulières, mais franchement, on peut le faire aussi avec des cuillères et une petite louche. On intercale des segments de pamplemousse entre, et puis ensuite, on met des petites touches de chantilly ou des petites billes de meringue et c'est prêt. Je dis, on n'a pas terminé, puisqu'on a Jean Béguet et Gérald qui nous ont proposé des accords pour le dessert. Donc Jean-Charles Béguet nous propose sa botte secrète de limoncello pour bien aller avec la mer du pomelo. Et pour un vin français, il nous propose un gaillac. Et Gérald nous propose un muscat de Rivesaltes, voilà, frais, ou carrément un côte de Provence blanc, de la Bastide des Deux Lunes, nous dit-il. J'avoue que, tu vois, mon choix, ce sera direct muscat de Rivesaltes. J'adore ça. C'est mon truc. Voilà. Donc,
Ben voilà, là, franchement, on est au complet. Ossobuco et une tarte crémeuse au pamplemousse. Voilà, ça c'était le menu d'aujourd'hui avec Isabelle. On reviendra sur le résumé complet de ces deux recettes en fin d'émission. Et tout de suite, eh bien, on part pour ma petite chronique grain de sel, n'est-ce pas? Et oui, avec plaisir. C'est parti. 3 sujets pour cette chronique grain de sel d'aujourd'hui. 3 sujets pour vous présenter 3 livres. Alors le premier porte un nom très équivoque, un titre très évocateur. Ça s'appelle « Les plats préférés des dictateurs ». Alors imaginez-vous que vous ayez eu à recevoir chez vous des gens aussi sympathiques qu'un certain Ceausescu, un certain Staline ou qu'un certain Hitler. Qu'est-ce que vous auriez pu lui faire à manger pour calmer son appétit et surtout pour adoucir peut-être son caractère? Eh bien la réponse est dans ce livre, A Bad Taste Guide to Entertaining Tyrants. Voilà, c'est le titre original en langue anglaise, Les plats préférés des dictateurs. Alors voilà, si vous voulez savoir ce qu'aimait manger Hitler, Ceausescu, Staline ou Kim Jong-il, vous savez, c'est le défunt dirigeant nord-coréen qui aimait par exemple les ailerons de requin. Voilà. Alors vous aurez droit aussi à des petits secrets, des petits secrets d'histoire, puisqu'on dit que Hitler, figurez-vous, il souffrait de flatulence chronique, ce qui l'aurait poussé à devenir végétarien. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur les plats préférés des dictateurs, eh bien, procurez-vous ce livre écrit par Victoria Clark et Melissa Scott. Un autre livre qui est beaucoup plus sympathique d'aspect d'ailleurs, qui s'appelle Good Junk Food. Le sous-titre est Manger sans culpabiliser. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement de vous permettre de confectionner chez vous des articles de fast-food, de restauration rapide. En ce moment, vu que les fast-foods sont fermés, eh bien, on essaie de se faire plaisir comme on peut. Alors évidemment, on peut faire le click and collect, aller passer ses commandes chez McDo ou ailleurs, mais on peut aussi, grâce à ce livre, se préparer soi-même ses panini, ses nuggets de poulet ou encore ses kebabs de dinde. Voilà, ça s'appelle Good Junk Food, manger sans culpabiliser. 176 pages pour vous aider à confectionner des recettes de restauration rapide, mais également des conseils pratiques pour réduire les graisses et les sucres superflus. Good Junk Food, manger sans culpabiliser, de Julie Schwab et David Nouet, aux éditions Flammarion. Et pour terminer cette chronique grain de sel, je vous invite à écouter ceci. Alors, je suis sûr que cette musique vous dit quelque chose, surtout si vous avez à peu près mon âge, et si vous êtes un peu comme moi, un peu fan des séries américaines des années 70-80, il s'agit de la musique de La Petite Maison dans la Prairie. Alors pourquoi est-ce que je vous fais écouter ce générique-là? Qu'est-ce que ça a à voir avec la cuisine et la bonne bouffe? Eh bien tout simplement parce qu'il y a quelques années, on m'a offert un livre qui est très très intéressant et qui s'appelle La Petite Maison dans la Prairie, mon livre de cuisine. Et il se trouve que ce livre a été écrit par une des actrices du tournage de cette série. Il s'agissait donc de Melissa Gilbert, qui jouait le rôle de Laura Ingalls. Alors, elle a écrit un livre, Mon livre de cuisine. C'est un souvenir de tournage en 80 recettes. Il s'agit également d'un album photo de certains épisodes qui ont été tournés en décor naturel. Vous verrez des photos des acteurs au moment du tournage. Et surtout, bien vous découvrirez les recettes de Madame Ingalls, qui dans le film est une très 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 bonne cuisinière. Voilà, si vous voulez apprendre à fabriquer les biscuits traditionnels à la mélasse ou la fameuse tarte aux pommes de Caroline Ingalls, et si vous voulez en même temps feuilleter l'album photo de tournage de cette série mémorable, dont le tournage a commencé en 1974 pour s'achever en 1982, eh bien essayez de vous procurer donc La Petite Maison dans la Prairie, mon livre de cuisine par Melissa Gilbert aux éditions La Martinière.
Retour sur le menu principal de notre émission après cette petite escapade grain de sel dans les plaines du Minnesota. Tu savais que Melissa Gelbart avait écrit un livre de recettes. Toi qui connais aussi La petite maison dans la prairie, Isabelle. Oui, c'est générationnel, mais même mes enfants connaissent en fait. Je crois que tout le monde a été marqué par cette série un peu incroyable, hein, et tout le monde a en mémoire le générique et puis les petites filles en se tenant la main et la maman qui était toujours dans sa cuisine avec son tablier, enfin, c'est un peu cliché quand même, hein, en train de faire des tourtes, notamment j'ai ce souvenir-là. Exactement, voilà. Ben donc c'est un petit peu un tour de la série qu'on nous propose avec ce livre que j'aime beaucoup. En plus, il est très très joliment illustré et il est très bien fait. Bon, on retrouve notre menu principal de l'émission d'aujourd'hui, une 19e émission des Fréquences Gourmandes, ossobuco et tarte crémeuse au pamplemousse. C'est parti pour un petit résumé express de ces deux recettes. Alors, pour l'ossobuco, je peux faire pour 6-8 personnes 6 belles rouelles de jarret de veau, 2 oignons, une carotte, 2 branches de céleri, 200 g de champignons, 750 g de tomates pelées, et éventuellement une petite boîte de concentré de tomates, une tablette de bouillon de bœuf et 1 à 2 décilitres de bouillon, une feuille de laurier, un petit peu de farine, 1 à 2 décilitres de bouillon, 1 décilitre environ d'huile d'olive, un verre de vin blanc, un peu de sel, un peu de poivre, et pour la grémolata, il ne faut surtout pas oublier une orange, un citron, 3 gousses d'ail, un bouquet de persil plat. On commence par préparer les ingrédients, donc on épluche, on lave, on émince, on sale, on poivre les rouelles, on les roule rapidement dans la farine en enlevant l'excédent de farine, on coupe les champignons après les avoir lavés, et ensuite on met la matière grasse dans le faitout, on y fait revenir rapidement pour les dorer sous tous les angles les morceaux de viande, on les réserve, ensuite on fait dorer les oignons avec les tomates, on fait fondre l'intégralité, et s'il n'y a pas assez de jus, on met la petite boîte de concentré. Une fois que tout est bien fondu, on ajoute le vin blanc, on sale, on poivre, on met la feuille de laurier, les champignons, le céleri, la carotte, on remet les morceaux de viande et on recouvre le faitout du couvercle et on le laisse tranquille à cuire à feu doux pendant 1 heure. Pendant ce temps-là, on prépare la grémolata. On essuie, on zeste orange et citron, vraiment très très finement. On s'occupe ensuite de l'ail qu'on pèle et qu'on hache avec le persil, très finement aussi. On mélange le tout en une forme de pâte. Et puis au dernier moment, vraiment quelques minutes avant de servir, on ajoute la grémolata dans le plat de l'ossobuco et on sert le tout avec des spaghettis, de la polenta ou du riz rond, du riz d'origine de cette région-là, de l'Italie. Et après, on enchaîne tout de suite sur la tarte crémeuse au pamplemousse rose. Est-ce que c'est spécifiquement italien, ça aussi? Pas du tout. Pas du tout, très bien. Bon, ben c'est pas grave, on reste quand même, on le garde. C'est que j'aime beaucoup pamplemousse, voilà. Très bien. Donc, pour que 4, même 6 personnes, très gourmand là, il faut préparer la pâte à l'avance au moins 3 heures, et sans ça va assez vite. On mélange donc pour la pâte 200 g de farine, 120 g de beurre mou, 75 g de sucre glace, 20 g de poudre d'amande. On y ajoute un œuf, un petit peu de vanille liquide. On forme une pâte homogène, on l'étale en un disque régulier. On place le tout sous film ou sous papier sulfurisé au frais pendant au moins 3 heures. Au moment où on veut commencer à faire sa tarte, on s'occupe des pamplemousses, donc 2 pamplemousses roses, 150 g de beurre ramolli, 150 g de sucre, 2 feuilles de gélatine, et on pourra agrémenter de petites billes de meringue ou d'un peu de chantilly. Donc on commence par faire ramollir la gélatine dans un bol d'eau. On zeste les pamplemousses et on récupère le jus. On verse ce jus dans une casserole, on ajoute le beurre en morceaux, on fait chauffer un peu doux. Ensuite, on bat les œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et on ajoute ce mélange à ce qu'on vient de faire cuire dans la casserole. On continue la casserole à feu doux, on ne la quitte pas des yeux parce que ça va commencer à épaissir, c'est le but du jeu. Et quand ça commence à épaissir, on ajoute les zestes, la gélatine essorée. On fouette vigoureusement pour tout bien mélanger et ensuite on laisse tranquille refroidir. On met le choux en préchauffe à 160 degrés, désolé ma langue va fourcher. Pendant ce temps, pendant qu'il chauffe et que le reste refroidit, on pèle le pamplemousse à vif pour récupérer les tranches, les segments sans les petites peaux. On fait cuire à blanc le disque de pâte pendant 20 minutes. On le laisse refroidir et quand tout est bien froid, on commence le montage. La crème au pamplemousse
soit à la poche à douce, soit avec 2 cuillères, en formant des petites boules. On intercale joliment, comme on en a envie, les segments de pamplemousse. Et puis ensuite, des petites billes de meringue ou un petit peu de chantilly en petites touches sur l'ensemble. Et c'est terminé, on peut passer à la table. Et j'ai l'impression que c'est une jolie symphonie de couleurs aussi qui doit s'additionner les unes aux autres. Ah, voilà. Bon, eh bien, merci pour ces 2 recettes, évidemment, très appétissantes. Il me reste un petit peu, pas mal de recettes que tu nous as expliquées à faire en famille. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures culinaires. Exactement, on restera dans l'Italie. Eh ben, ce sera avec plaisir. Encore un petit mot pour nos auditeurs. Si vous n'avez pas eu le temps de tout bien noter, sachez que Isabelle édite de très très jolies fiches qui sont publiées sur le site de Radio Axe, en tout cas accessibles sur un onglet spécifiquement réservé aux recettes de Fréquence Gourmande. On se retrouve bientôt, Isabelle. Et oui, sans problème. Rendez-vous dans 15 jours. C'est parti, bonne quinzaine à tous et surtout bon appétit.